Mesdames, Messieurs, au nom de la Haute École de Santé de la HESSO Valais-Wallis, je vous souhaite la bienvenue à ce 4e rendez-vous appartenant au cycle de conférences nommé « L'avenir du système de santé suisse à l'horizon 2030 ». Certaines et certains d'entre vous nous accompagnent depuis le début et je tiens à les remercier de leur fidélité et de leur intérêt. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir le docteur Philippe Chalère, cofondateur du groupe médical Donnai, du réseau Delta et fondateur de la première maison de santé de Suisse à Aunay. Il est également médecin associé aux hôpitaux universitaires de Genève et enseignant à la Haute École Santé de Genève. Sa conférence mettra en lumière un enjeu majeur, la coordination des soins. Comment organiser les services de santé pour qu'ils soient à la fois plus efficaces, plus accessibles et de meilleure qualité. À travers le concept de soins intégrés, le docteur Chalère nous invitera à réfléchir au modèle de prise en charge qui pourrait façonner un système de santé plus durable, plus humain et mieux adapté aux besoins actuels et futurs de la population. Il évoquera à la fois les bénéfices de ces approches et les défis qu'elles soulèvent en Suisse. Comme à chaque session, nous vous encourageons vivement à profiter de cet espace pour poser vos questions, partager vos points de vue et nourrir le débat à l'issue de l'exposé et lors de l'apéritif qui suivra, auquel vous êtes toutes et tous invités. Nous espérons également vous retrouver nombreux et nombreux lors de la prochaine et dernière conférence de ce cycle, qui aura lieu ici même le 15 mai prochain. Nous aurons à cette occasion le plaisir d'accueillir Matthias Schenker, qui abordera l'avenir du modèle d'assurance maladie en Suisse. Dans un contexte de hausse des coûts, d'évolution des attentes des assurés et de pression croissante sur l'équité et l'efficience du système, cette conférence promet d'apporter un éclairage essentiel sur les transformations à venir. Je tiens encore à excuser la directrice de la Haute École de Santé valaisanne, Lara de Prualet, qui ne peut pas être de la partie aujourd'hui, et vous remercie encore une fois chaleureusement pour votre présence et vous invite maintenant à accueillir le docteur Philippe Chalère pour sa présentation. Merci beaucoup. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci, quelle belle introduction et j'espère ce soir être à la hauteur de toutes ces attentes. Le titre qui nous est proposé, c'est le titre « Les soins intégrés vers un système de santé centré sur le patient ». C'est vrai que ce titre a une importance majeure pour nos systèmes. C'est de se poser la question ce soir, c'est comment transformer nos pratiques et nos organisations, bien entendu, pour remettre le patient au centre du dispositif de santé. Mais je pense que, et c'est là que j'aimerais offrir des perspectives un peu différentes que celles simplement de dire centré sur le patient, c'est de dire comment on va s'intéresser à des systèmes de santé qui prend en charge une population. On va avoir en point de mire non seulement le patient, mais la population. Et je pense que l'important, c'est d'avoir pas seulement une perspective des soins intégrés, mais que ces soins intégrés soient le levier parmi d'autres outils pour créer un environnement favorable à la santé tout au long de la vie. Et je pense que la crise, alors comme on en discutait tout à l'heure, en Suisse, on estime toujours qu'on va bientôt être dans la crise et que la crise va être une chance et qu'elle va nous permettre de transformer le système de santé. Mais année après année, pour les plus vieux d'entre nous qui naviguons dans ce système de santé, on voit bien qu'on n'a pas suffisamment de crise pour apporter des transformations. Et chaque année, on continue. Chaque année, en automne, on entend bien les remarques de nos concitoyens et des finances publiques pour dire qu'on n'arrivera plus à, et finalement on arrive, et passé janvier, tout se calme dans cette Suisse aussi paisible. Donc l'intérêt, c'est d'imaginer vraiment comment on intègre, non pas seulement les professionnels de santé, c'est correct, mais également
les politiques publiques, les acteurs sociaux, les communautés locales et bien entendu également les citoyens eux-mêmes. Et c'est ce changement de focale que j'aimerais partager avec vous, du patient vers la population, du curatif vers le préventif, du soin vers la santé, et nous allons explorer ces domaines ensemble. Donc si on passe de cette mission que m'a donnée Madame Getta Agustoni, des soins intégrés vers un système centré sur le patient, nous allons un peu plus loin vers une approche populationnelle et passer du soin à la santé pour que nous gardions notre population en santé. Et j'essaierai de vous enthousiasmer pour essayer de comprendre cet intérêt de s'intéresser à la santé des populations. C'est un changement de paradigme, entre guillemets, mais c'est un vrai changement culturel que nous devrions tous avoir pour penser les organisations de demain. Alors, Madame Getta Agustoni m'a orienté avec bienveillance, mais avec une certaine fermeté, et elle m'a donné des missions. Donc la première mission, c'était de dire comprendre les soins intégrés. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? Deuxième chose, les avantages des soins intégrés, meilleure qualité de soins, moins de coûts, plus d'efficacité. Puis, alors, petit problème d'orientation. Voilà, les soins intégrés en pratique, des exemples concrets. Je vais essayer de vous donner des exemples concrets en Suisse et ailleurs, à l'étranger. Et puis les défis de mise en œuvre des soins intégrés, avec un certain nombre de questions. Quels sont les obstacles de la mise en place des soins intégrés en Suisse et comment les systèmes de santé peuvent surmonter ces obstacles? Alors tout d'abord, comprendre les soins intégrés. On va essayer de s'intéresser d'abord à une situation clinique. Je pense que j'aimerais vous présenter en fait le parcours de Madame L, qui a 84 ans, on va l'appeler Léonce, qui a une trajectoire fragile entre autonomie et risque, et dans un parcours de soins qui aujourd'hui pose un certain nombre de problèmes à Léonce. Donc Léonce habite, elle vit seule suite à la mort de son mari. Elle habite dans un appartement relativement vétuste, on va dire à Lide, qui est mal adapté à sa situation physique. Sa fille passe 2 fois par semaine, mais Léonce tient absolument à préserver, comme la plupart de nos personnes âgées, son indépendance autant qu'elle le peut. Elle marche avec une canne, chute souvent. L'idée d'un fauteuil, l'idée d'un monte-escalier, l'idée de barre et de passage d'une ergothérapeute et surtout l'idée d'un EMS ne la séduit pas. Elle refuse, comme nous le voyons tous les jours avec nos parents, elle refuse une institutionnalisation et une dépendance. Son état de santé, comme vous pouvez l'imaginer, est préoccupant. Léonce a un diabète qui est souvent déséquilibré, une insuffisance cardiaque sévère, des troubles cognitifs qui font qu'elle ne se souvient pas très bien des rendez-vous chez son médecin, ni très bien des médicaments qu'elle doit prendre. Et de nombreux professionnels, comme dans tout bon système de santé, notre système de santé est un bon système de santé. Je pense que si nous interrogeons nos collègues, qu'ils soient physio, médecins, infirmières, on estime qu'on est dans un bon système de santé. Ils sont dévoués, ils gravitent autour d'elle, le médecin de famille, bien sûr l'infirmière, les physios, l'ergothérapeute qu'elle n'a d'ailleurs pas laissé entrer, mais les soins à domicile. Et en fait, tous ces professionnels sont très attentionnés, mais personne n'a une vraie vision de la globalité de Léonce. Et puis finalement, petit à petit, son appartement devient un piège et tous ces gentils professionnels ainsi que sa famille luttent pour l'institutionnaliser. On a beaucoup de la peine d'entendre Léonce, d'entendre sa volonté de rester chez elle. Et elle ne veut bien entendu pas entendre parler d'institutionnalisation. Et en fait, cette situation, elle est emblématique, vous en connaissez tous des situations comme Léonce.
c'est une situation qui est très complexe. Elle est médicale, mais elle est aussi humaine. Elle cumule de nombreux facteurs de risque, les hypoglycémies, les décompensations cardiaques et chutes, mais elle refuse les standards que nous, soignants, que l'organisation que nous avons mis en place, cette excellente organisation que nous finançons tous, elle refuse le standard que nous avons, l'image que nous avons du système de santé et de là où elle devrait être. Et puis en fait, on doit, par rapport à des patients comme Léon, c'est des nombreuses cohortes de patients, on doit effectivement sortir cette logique de prestation pour entrer dans une logique de projet de vie coordonné et de projet de vie qui est construit avec Léon. C'est pas seulement prendre soin de Léonce, c'est pas seulement la soigner, mais c'est de construire, comme vous l'avez compris, avec elle un chemin, un parcours de santé, un parcours de vie qui lui permet de faire ses choix, de prendre les risques et d'être là où elle est, malgré les injonctions des professionnels. Alors, pour pouvoir accompagner Léonce et une quantité d'autres patients qui sont les patients d'aujourd'hui et bien entendu des cohortes de plus en plus importantes de demain, on doit effectivement se dire comment. Parce que c'est bien joli ce que je vous raconte, on est tous d'accord, on dit attendez, vous êtes bien gentils, mais on fait quoi? On fait comment pour que Léonce, alors qu'on a un très bon système de santé, on en est tous convaincus, ait plus que ce qu'on lui donne aujourd'hui au sein de notre système de santé. Comment on peut faire mieux? C'est là-dedans que j'aimerais un peu vous amener sur cette fragmentation de notre système de santé et c'est d'imaginer comment on peut apporter des transformations qui nous permettent d'avoir cet accompagnement global, plus humain, coordonné et capable d'anticiper des problématiques de Léonce ou d'autres personnes âgées. Donc c'est réellement comment on construit de nouvelles formes d'organisation. Qu'est-ce qu'il nous faut? Je vous ai mis là 6 ingrédients qu'on regardera par la suite comment on les met ensemble, comment on arrive à les organiser de manière à ce qu'on fasse une trajectoire de soins qui soit plus proche des attentes de Léonce. Donc je crois qu'il ne s'agit pas de révolutionner le système de santé. Vous savez qu'en Suisse, ça sera difficile de faire des révolutions de système. Depuis que la LAMAL est en place en 1996, on n'a pas changé grand-chose au sein de la LAMAL. Et puis, c'est simplement aussi de revoir une partie de son architecture. Ce n'est pas de dépenser plus, mais c'est de dépenser différemment. Alors, ces ingrédients, c'est tout d'abord, on va aller de droite à gauche en commençant par en haut, c'est de dire il faut qu'on mette des équipes de soins de proximité. Mais vous me dites, mais il y a déjà des équipes de soins de proximité, il y a une infirmière, il y a un médecin, mais c'est d'aller plus loin. C'est une équipe qui est identifiée, qui a l'habitude de travailler ensemble, qui travaille soit dans une maison de santé, soit dans un cabinet de groupe, mais qui travaille ensemble, qui a les mêmes outils, informatiques et dans lesquels on nomme une personne coordinatrice, ça peut être le médecin, l'infirmière, ça peut être le physio, l'ergo, et quelqu'un connaît l'histoire, l'évolution, se préoccupe au quotidien de Léonce, de manière à ce qu'on ne fasse pas juste pour elle des actes, mais on travaille avec elle et on a du temps pour travailler avec elle, écouter ce qu'elle a dit, quel est son projet de vie. La deuxième chose, c'est de réfléchir, je vous l'ai dit en préambule, en notion de territoire de santé, d'organisation territoriale de santé. Et ça, c'est un élément très important. On va travailler, tout à l'heure, on va se pencher sur un district, le district d'Entremont, que je connais un peu. Et on va se dire, il y a un district, il y a d'autres districts. Il y a le Haut-Valais, il y a du côté de Val d'Hérens, etc., et d'Hérémence, etc. Donc on peut construire un territoire sur des territoires géographiques et on peut se dire, ça c'est un territoire. Et dans ce territoire, il y a effectivement des professionnels, beaucoup de professionnels, des médecins, des pharmaciens,
des structures sociales, d'infirmières à domicile, il y a des communes qui s'intéressent quand même à sa population, et on se dit comment cette équipe de soins, sur ce territoire, arrive pas à plus médicaliser, mais arrive effectivement à travailler au quotidien, à créer de la matière sociale, de manière à ce que Léonce ne soit pas simplement soutenu par des actes, par un professionnel à des actes à un moment donné, mais par toute une série d'activités professionnelles, non professionnelles, qui est capable d'entendre sa fragilité et de pouvoir la prise en charge. La troisième chose qui est importante, c'est un financement. Changer à travailler, c'est le financement. Le problème, c'est que c'est évident que si on ne change pas le financement au sein du système de santé, si on n'arrive pas à casser, entre guillemets, ce système de financement à l'acte, au DRG, que ce soit pour nos collègues physio, diététiques, pharmaciens qui vendent des boîtes, médecins qui est payé à l'acte, si on n'arrive pas à modifier ce changement, changer le financement des professionnels, on n'arrivera pas à modifier la fragmentation du système de santé. Quand on dit changer le financement, le modèle de ce financement, c'est d'avoir un financement qui s'intéresse bien entendu à la coordination, au temps qu'on peut passer avec une personne âgée comme elle, au temps de travail en équipe, au temps de prévention, de planification. Et pour cela, il faut que l'équipe de soins puisse être financée sur la base d'un budget. Alors, vous avez déjà entendu ce qu'est une capitation, ce qu'est un budget de population, ce qu'est un budget prévisionnel. Avec le groupe mutuel, nous avons un projet sur le canton de Genève avec une co-responsabilité budgétaire entre, je vous le présenterai tout à l'heure, entre les professionnels que nous sommes. Voilà. Je suis trop... j'ai besoin de... Madame Jette... Voilà, bah écoutez, je vais continuer avec mes excuses. Ça doit être la faconde méditerranéenne de Geta qui me pousse à gesticuler. Voilà. Donc, ce que je vous disais, il faut trouver des modèles de financement qui s'intéressent à la plus-value qu'apportent les professionnels plutôt que simplement à l'acte, parce que les actes poussent à faire des actes. Merci beaucoup. Voilà. Quatrième élément, c'est de tenir compte de la préférence des personnes. Et puis l'autre élément important que nous n'avons pas aujourd'hui dans le système de santé, c'est effectivement des systèmes informatiques, des plateformes, des informations partagées entre les équipes. Aujourd'hui, chaque acteur a son dossier, que ce soit infirmier, que ce soit nos collègues physio, que ce soit les médecins à l'hôpital, et ces dossiers, les dossiers primaires se parlent très peu, donc on s'envoie des PDF, on a maintenant de la peine à s'envoyer des emails parce qu'il faut qu'ils soient quand même sécurisés quand on a de l'information sur des patients, etc. Donc on voit qu'au niveau de la communication, elle est difficile surtout quand en plus les distances sont grandes comme on va l'être. Et puis, il faut effectivement des vraies politiques publiques tournées sur la population. Et là, vous avez eu l'autre jour une présentation de Madame Menot. Donc, dans la présentation de Madame Menot, c'est cette réflexion de gouvernance fédérale, de gouvernance locale et de gouvernance régionale sur un territoire. Il faut que la santé, bien entendu, pas chaque territoire va définir ses règles de santé, mais qu'il y ait une gouvernance des acteurs, actrices de la santé dans des régions dans lesquelles ces acteurs, actrices que nous sommes se sentent responsables de leur population et que la population soit participative à cette prise en charge longitudinale. Alors, ça nous paraît chez nous effectivement un peu comme ça utopique, mais vous verrez par les exemples que ça existe, ça se fait. Tous les systèmes de santé s'interrogent de la même manière, avancent plus ou moins vite en fonction de leur culture et de leur modèle centralisé ou non de financement des soins, mais tout le monde avance avec cette perspective populationnelle. Alors maintenant, on m'a dit qu'il fallait que je parle des avantages des soins intégrés. Alors,
Comme on vous l'a dit en préambule, meilleure qualité des soins, moins de coûts, plus d'efficacité, bien entendu. C'est ce qu'on aimerait que les soins intégrés puissent faire, en fait. Mais ça, c'est la théorie, mais c'est comment on le fait. Alors, comment on arrive dans les soins intégrés? Effectivement, si on s'occupe de plus de prévention, de planification, de parcours de patients, on va essayer, d'une part, d'éviter des hospitalisations, parce que c'est là les coûts importants, des transports, des hospitalisations. On va éviter aussi, si on s'intéresse à la prévention, mais une prévention qui est une prévention avec de l'éducation thérapeutique en fonction des besoins de la population, on va essayer d'éviter que les gens montent dans leur pathologie, un diabétique monte, un hypertendu, un patient qui a un tabac, pour qu'ils restent en meilleure santé possible. Parce que chaque fois qu'on monte d'un échelon, on devient un malade chronique et de plus en plus chronique, donc on a un coût de plus en plus élevé. Et puis on va essayer d'éviter aussi ce qu'on appelle les gaspillages et les doublons, qui sont nombreux dans notre système de santé. Et vous voyez là une slide qui montre, sur la base d'études au niveau de l'OCDE, d'études également suisses, la surmédicalisation, le grand mal du système de santé suisse. En Suisse, comme ailleurs, on a entre 20 et 25% de gaspillage. Alors, c'est vrai que j'aime pas beaucoup, et vous non plus certainement, cette notion de gaspillage, elle nous heurte, parce qu'on a l'impression, comme professionnels, qu'on fait tous bien notre travail, et que finalement, on ne fait pas de redondance. Mais vous le savez aussi très bien pour être patient, qu'un examen est fait en ville et que vous le refaites à l'hôpital, qu'un médecin est fait chez un généraliste et il le refait chez le spécialiste. Les autres éléments, c'est qu'il y a des hospitalisations qui ne sont non justifiées. Nous avions fait une étude à l'hôpital cantonal de Genève en psychiatrie où on avait voulu savoir quelle allait être la planification psychiatrique pour ces prochaines années. Eh bien là, j'avais proposé au professeur Kaiser, je lui ai dit, si tu veux mesurer le nombre de lits qu'on a besoin pour dans 10 ou 15 ans, il suffit que le jour J de la semaine prochaine, tu fasses un questionnaire et tu demandes à tous tes médecins, toutes tes infirmières, est-ce que ce patient devrait être dans un lit de psychiatrie, elle devrait être dans une équipe mobile, dans une structure intermédiaire, dans un EMS, ailleurs. Et en fait, en retour, les équipes de soins, de manière objective, disaient non, ce patient, il n'a pas besoin d'être ici. 50% des patients qui étaient à l'hôpital de psychiatrie auraient pu être ailleurs. Si vous êtes en gériatrie, c'est pareil. Si vous êtes... Alors après, il y a des soins aigus, il y a des soins, etc. Ensuite, on ne parle pas de la chirurgie ambulatoire qui n'est pas favorisée chez nous, etc. Donc on voit qu'à tous les niveaux, on a des défauts de système, on a des ruptures de parcours et on a des éléments qu'on appelle gaspillage, aussi organisationnel, aussi au niveau de la gouvernance. Donc on peut faire effectivement beaucoup mieux. Alors maintenant, je vais passer à des cas pratiques. Des cas pratiques, on va essayer d'avancer un tout petit peu sur ces cas pratiques. La Confédération, tout d'abord, on sait que la Confédération, elle fait beaucoup d'efforts, mais vous le savez, elle a peu de marge de manœuvre, elle est dans le cadre de la MAL, mais elle fait beaucoup d'efforts pour les soins coordonnés, pour le travail interprofessionnel, promotion santé suisse, mais beaucoup d'argent pour essayer de faire des projets de manière à voir comment on crée de l'interprofessionnalité, comment on améliore les conditions cadres. Les cantons également, ils font se donnent aussi beaucoup de peine, le canton du Valais, pour mettre en place des équipes mobiles, pour faire des programmes de soins palliatifs, programme Alzheimer, programme également pour des patients chroniques, les proches aidants, etc. Donc il y a un gros travail de la part des cantons, mais on voit bien que c'est des tentatives, mais que ce n'est pas des intégrations et qu'il n'y a pas une vraie dynamique des réflexions, d'intégration des soins entre les professionnels, parce que ce n'est pas le rôle des cantons et ce n'est pas le rôle de la Confédération. Alors, il y a les premiers qui ont travaillé sur de l'intégration de soins, ou en tout cas une pseudo-intégration de soins, qui se sont intégrés. Effectivement, c'est les réseaux de médecins. Ça, c'est depuis 1992-93.
il y avait une possibilité dans la LAMA, ce n'était pas encore la LAMAL, c'était la LAMA pour les plus anciens d'ici, de ce groupe. On pouvait faire des expériences particulières. Et Medix à Bâle, qui est un réseau maintenant de médecins, qui est un réseau de groupes de médecins qui sont disséminés un peu dans toute la Suisse, qui ont des contrats avec les assureurs, ont démarré à Bâle avec une petite équipe. D'ailleurs, Félix Hubert est toujours en activité et préside toujours Medix Suisse. Et puis nous, à Genève, on a développé avec l'Avenir Assurance un modèle qui était le réseau Delta, qui a commencé avec les 6000 étudiants de l'Université de Genève. Et ce qui a été formidable en 1992, je vous parle de 92, il y a bientôt 38 et quelques années, eh bien en 92, l'Université de Genève, on avait fait une commission tripartite assureur-université qui payait, elle, les primes de ces 6000 étudiants, mais qui trouvait que ces primes avaient pris l'ascenseur. Eh bien, l'Université de Genève, je connaissais le recteur, il m'a dit, écoute, voilà, on pourrait développer un projet innovant avec cette nouvelle article dans la LAMA, et vous prenez, vous, les professionnels, les 20 millions, il y a un budget de 20 millions qu'on dépense pour payer les assurances de nos étudiants, et vous vous débrouillez. Vous faites comme vous voulez. Nous, on met en place, avec l'Institut de médecine sociale et préventive, une évaluation de la qualité des soins et de la satisfaction des étudiants. Prognose qui avait été engagée par l'OFSP, contrôlée également et mesurer la qualité des soins. Et vous êtes libre d'organiser les soins. Qu'est-ce qu'on a fait, compte tenu que c'était des étudiants jeunes, qu'on a regardé, on a stratifié, on a regardé quels étaient les problèmes de ces étudiants. Et la manière dont on a mis en place la santé de ces étudiants, on a engagé deux jeunes médecins avaient envie d'être engagés au salaire, donc il n'y avait pas eu de paiement à l'acte. Les étudiants devaient voir ces deux médecins, mais ils avaient aussi la possibilité de voir gratuitement, et là il n'y avait pas de franchise et pas de quote-part, ils pouvaient voir gratuitement des psychologues. On a engagé 2 psychologues et on a engagé 2 infirmières de santé publique qui étaient à l'université, qui faisaient des programmes stress, tabac, etc. Et on a montré en 3-4 ans qu'on pouvait faire autour de 20% d'économie parce qu'on était dans un circuit fermé, il y avait une responsabilité des professionnels et les étudiants s'adressaient directement à des professionnels. On faisait de la prévention et ça a bien fonctionné pendant 5 ans. Et ensuite, on a dû ouvrir avec la LAMAL à toute la population et avec l'assureur. Il y avait une difficulté de calculer là des budgets, puisque toute la population entrait, que c'était quand même des milliers de personnes qui rentraient. Et on a abandonné l'histoire et on est retourné au paiement à l'acte. Mais malgré ça, en fait, Delta, c'est aujourd'hui 1000 médecins dans l'ensemble de la Suisse romande et c'est 300 000 assurés chez 13 assureurs différents. Alors, si on continue un peu cette visite sur les soins dits intégrés en Suisse, on a quand même un certain nombre d'acteurs locaux, régionaux, comme je vous ai dit, qui créent quand même des dynamiques d'intégration. Là, on voit que c'est le réseau Balcon du Jura qui essaye, en fait, c'est une petite région de quelques milliers d'habitants, qui essaye de mettre en lien, en harmonie, en fait, ces structures d'hôpital, de DMS, de centre médical, de médecins, pour essayer de créer un réseau. Mais ils n'ont pas de budget ils n'ont pas un budget de capitation. C'est une dynamique volontaire de collaboration, mais ce n'est pas une intégration des soins encore. Mais ils désirent le faire. On les a rencontrés à plusieurs reprises pour réfléchir avec eux comment on arrive à créer une intégration des professionnels et quels sont les outils qu'on a besoin pour créer cette intégration. Ici, c'est le canton des Grisons. Il y a aussi une volonté dans des acteurs territoriaux de se mettre ensemble pour essayer d'améliorer les trajectoires et de développer des outils, des équipes de soins pour éviter des ruptures chez des personnes âgées. Et puis, il y a les patients qui s'auto-organisent aussi, qui essayent de s'intégrer ou qui essayent de développer des projets, surtout dans la prévention. Et puis, voilà, ça, c'était pour le sarcome. Avant, c'était pour la fragilité. Et puis ensuite, il y a des réseaux numériques qui viennent d'émerger. Et là, c'est des réseaux numériques d'acteurs privés forts qui veulent entrer non pas dans les soins intégrés mais plus dans le managed care avec certains assureurs dans des réseaux numériques comme Compassana
Et également comme Well, deux grosses plateformes. Dans l'une, il y a Elzana, le gros mutuel Suica. Dans l'autre, il y a CSS et d'autres acteurs en fait, privés et d'autres assureurs. Donc l'idée des assureurs notamment, c'est de dire bah, les assurés ont une application qui arrive sur notre plateforme et on les conduit administrativement et médicalement et on leur propose des soins et on essaie de leur proposer des soins de télémédecine, du symptom checker, etc. pour améliorer leur prise en charge et coordonner leur parcours de soins. C'est une des possibilités pour essayer de créer plus d'intégration. Mais comme vous l'avez compris, ça n'a rien à voir avec une intégration populationnelle. Ça n'a rien à voir avec un territoire de santé. C'est du managed care, c'est de la gestion des soins, mais on reste stricto sensu sur une vision assez économique du système de santé. Vous vous souvenez qu'on avait débattu en 2012 sur les soins intégrés, la population les a refusés à 90%, probablement pas avec une information suffisante, mais on voit bien que la population n'a pas confiance aux assureurs, on n'a pas confiance au marché entièrement, enfin au marché, a confiance en ses professionnels, en son territoire. Et puis là, je vais vous présenter des projets qui sont bien avancés dans d'autres contrées. Ça, c'est en Allemagne, dans la région, comme vous le voyez, du Kinzigtal. C'est une région de la Forêt Noire, c'est de l'autre côté de la frontière de Bâle. Et c'est un projet qui a d'ailleurs été étudié par l'OFSP, qui voulait voir comment on pouvait l'implanter ensuite. C'est un projet, vraiment un modèle intégré, fondé sur une approche populationnelle, où on a mis dans le même bateau autant les médecins généralistes, les spécialistes, les hôpitaux, les assureurs, et il y avait une gouvernance collaborative sous les auspices du gouvernement du Land, donc local. Il crée une région sanitaire dans laquelle tout le monde est inclus. Et en fait, on essaie d'améliorer la qualité des soins en maîtrisant les coûts et les bénéfices. Et les économies générées par cette intégration reviennent aux professionnels, au système. Donc on essaie de cette manière-là de montrer que quand on génère des économies, ces économies reviennent aux professionnels pour améliorer d'une part leurs revenus, mais pour avoir des fonds pour faire de la prévention, pour faire de la coordination et pour imaginer un système de santé différent. Et les résultats au bout de 5-6 ans sont assez probants. Il y a moins d'admissions hospitalières, les patients sont satisfaits parce qu'on passe plus de temps avec lui. Il y a des économies substantielles. Et puis, ce modèle a inspiré plusieurs expériences aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, avec des changements assez profonds dans les mentalités, dans la manière de dispenser les soins. Un autre exemple, et là on part de l'autre côté de l'Atlantique, en Ontario, là aussi il y a une expérience qui est depuis une dizaine d'années, dans le cadre d'un programme où on a stimulé les patients à s'enrôler chez un médecin de famille. Et les médecins de famille, au début, étaient un petit peu frileux. Et aujourd'hui, 80% de la population est enrôlée chez un médecin de famille. Tout le monde a son médecin de famille. Résultat, il y a une meilleure coordination. Et on a incité, avec des financements additionnels, les médecins de famille à travailler en équipe interprofessionnelle, c'est-à-dire à engager dans leur cabinet et à créer des cabinets de groupe et à engager dans leur cabinet des physios, des infirmières et de créer des groupes, des mini-groupes médicaux qui prenaient en charge les patients. De cette manière, les patients chroniques, il y a une meilleure résilience du système de santé par rapport aux patients chroniques. Le médecin n'est plus seul, il a d'autres collègues, il n'est plus payé à l'acte, il est payé différemment. Et résultat des courses, les médecins, et c'est là-dessus qu'il faut que nous puissions montrer ces exemples à nos collègues médecins, ils ont un gain de 30% de plus qu'ils n'avaient il y a 5 ans. Ils ne sont pas soumis, ils sont plus soumis au TARDOC, au TARMED, ni écrasés demain par le TARDOC. Donc il y a des modèles où les médecins sont tout aussi heureux, les médecins et d'autres professionnels sont tout aussi heureux en changeant de modèle de rémunération. Et puis, je vous montre encore un autre exemple, c'est aussi les Anglais
qui ont aussi eu beaucoup de difficultés avec des investissements qui sont plus faibles au niveau du système de santé, mais ils réforment aussi leur système de santé de manière à faire des landes, des régions sanitaires. Ils coupent ça en 42 régions sanitaires dans lesquelles les gens, les professionnels, les politiques, les sociaux sont responsables de leur population. Et tout ça, ils mettent l'accent sur la prévention, la réduction des inégalités et l'amélioration de l'efficience du système de santé. Alors, maintenant, je vous montre des innovations 2025 faites en Suisse. Vous savez qu'il y a eu dans la LAMAL un article 59B qui a été mis en place il y a 3 ans dans le cadre de la LAMAL qui permettait de faire des projets innovants. Malheureusement, il y a 0 projet innovant depuis 4 ans, mais on avait déposé avec le HC un projet, nous, le réseau Delta et puis le HC, on a déposé un projet innovant où on voulait travailler beaucoup plus en capitation, libérer les activités des infirmières, des pharmaciens pour qu'ils puissent avoir des rôles plus importants et pouvoir aussi engager des gestionnaires de santé. Malheureusement, l'OFSP a estimé que ça ne rentrait pas dans le cadre de l'innovation telle que prévue par les chambres fédérales. Alors le HC a démarré avec la CSS pour faire un projet de région sanitaire. Vous savez que le HC, c'est un hôpital donc public, en tout cas qui a un contrat public et qui a acquis ces dernières années sur un territoire qui est le territoire de l'Ouest lémanique et le territoire de Morges, qui a acquis un certain nombre de cabinets médicaux. Là, ils ont mis 23 centres médicaux, des établissements médico-sociaux, des permanences, et qui a un seul outil informatique autour en fait, de ce bassin de population, qui a pu, avec la CSS, engager un gestionnaire de santé, puis qui essaye de développer des soins intégrés. Malheureusement, c'est long à démarrer, ils ont 2000 assurés, donc ils ont très peu d'assurés, donc on ne peut pas encore parler de soins intégrés. Et là, c'est un hôpital qui a une dynamique, en fait, un peu top-down sur une intégration des soins. Voilà, c'est un début de quelque chose. Il y a aussi, vous avez entendu parler, le réseau de l'Arc dans le Jura bernois, qui est en fait une organisation avec Visana, centrée sur un assureur, Visana, le canton de Berne et Swiss Medical Network, donc un acteur privé dans les soins, qui ont aussi fait un modèle intégré de soins, qui ont engagé des médecins, qui ont salarié des médecins, et puis qui essayent d'intégrer aussi et de faire plus de prévention, de faire une meilleure gestion de leurs assurés, mais ils n'ont que 2500 assurés pour le moment. Et puis on a avec effectivement le groupe mutuel, et je remercie ici un de ses cadres, M. Grégory André, avec qui on a travaillé maintenant depuis plusieurs années sur ce modèle. Donc on a pris un modèle Optimed qui était déjà un modèle alternatif, enfin un modèle de médecin de famille, donc qui est reconnu par la LAMAL, qu'on a avec le groupe mutuel depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Et puis on a transformé ce modèle, on a libéré dans le cadre de ce modèle, avec une co-responsabilité budgétaire, un certain nombre d'outils qui nous permettent de réfléchir en termes de population. Et on arrive effectivement aujourd'hui, le 1er janvier 2025, à réaliser un rêve qu'on avait réalisé avec l'assurance Avenir en 1992, comme je vous ai expliqué. Et aujourd'hui, on arrive à apporter quelques transformations pour ces 22 000 assurés. Comment on va faire et qu'est-ce qui se passe pour ces assurés? Ce qui se passe, c'est que ces assurés vont pouvoir être inscrits sur une plateforme numérique, ce qu'on n'avait pas en 92. On a aujourd'hui une plateforme numérique. Je vous montrerai tout à l'heure les outils et le développement de cette plateforme numérique et à quoi elle va le servir. Autour de cette plateforme numérique, l'assuré, le patient, peut avoir accès à des services d'une infirmière qui peut téléphoner. Donc c'est une forme de télémédecine sur une infirmière. On a développé des points santé dans la ville de Genève, dans lesquels une infirmière pratique, donc c'est des infirmières qui ont de l'expérience, une infirmière spécialisée, elle peut faire des actes sous une responsabilité médicale, elle fait des actes, elle délivre des ordonnances, et le patient peut aller
à sa rencontre, soit en télémédecine, soit sur un rendez-vous, soit par téléphone, bien sûr. Et puis, le patient ne paye ni franchise ni quote-part. Donc, la consultation est gratuite parce que vous savez qu'à Genève, il y a à peu près une quinzaine de % de gens qui ne vont pas, qui ont dit qu'ils n'avaient pas l'accès aux soins à cause de leur franchise. Ils prennent des hautes franchises, ils ne peuvent plus la payer et puis ils n'ont pas accès aux soins. Alors, ce n'est jamais des choses dramatiques, mais c'est des petites choses et ça peut être aussi des demandes de prévention, d'orientation. Ils peuvent avoir accès aussi à un gestionnaire de santé, quelqu'un qui l'oriente dans le système de santé, et ils peuvent surtout avoir accès à un coach en santé, grâce en fait au concept qui a été développé avec le groupe mutuel. Nous avons pu engager un coach en santé qui peut faire des programmes de santé qui pourront être offerts aux assurés du groupe mutuel. Je vous montre comment et qu'est-ce qu'on a fait, parce que c'est un projet qui a une originalité et qui a du sens. Et bien entendu, tous ces assurés ont accès à leur médecin de famille, ils ont tous un médecin de famille qui coordonne les soins, à des programmes de prévention, à des maisons, il y a 2 maisons de santé, à la télésanté et au point santé comme je vous ai cité. Et l'intérêt surtout, c'est qu'on a pu mettre en place ces infirmières en pratique avancée. Donc on a engagé en plus une infirmière sur le budget de pratique avancée, qui est une infirmière qui a fait son diplôme, son master à Lausanne, et qui peut aussi faire des actes délégués. Là, c'est pour les patients chroniques. Et petit à petit, on a une organisation qui est vraiment responsable. Alors, pas de sa population. Malheureusement, ce n'est pas un problème entièrement populationnel, puisque la population, les assurés du groupe mutuel sont un peu dans tout le canton de Genève. Ce n'est pas un district comme Entremont, ce n'est pas un projet qui est populationnel, mais c'est un début de réflexion autour d'une population qui sont des assurés et qui ont une navigation autour d'une plateforme interactive. Ce qui est innovant dans ce projet d'intégration de soins, parce que c'est une vraie intégration, et comme vous l'avez vu, il y a plusieurs éléments qui nous permettent d'être une intégration. D'une part, il y a un modèle de financement qui est différent. Alors, les médecins sont toujours financés à l'acte, mais pas uniquement à l'acte. On a valorisé le point des médecins généralistes par rapport aux spécialistes dans ce modèle. Mais il y a des infirmières qui peuvent pratiquer, qui ne sont ni dans le PAS et qui ne sont pas à l'acte entièrement, puisqu'elles sont salariées dans le cadre de la LAMAL. C'est ce qui est extraordinaire, elles sont salariées dans le cadre de la LAMAL. Il y a un coach qui est salarié dans le cadre de la LAMAL, parce que nous allons démontrer que la mise en place de ces nouveaux professionnels, de ces nouveaux rôles, vont permettre de trouver des économies dans le système. Ça va prendre un peu de temps pour le démontrer. C'est difficile de démontrer parce qu'il faut des cohortes qui sont identiques pour pouvoir démontrer qu'on fait des économies. Mais intellectuellement, on voit que ça donne du sens. La télésanté et la plateforme interactive. Donc la plateforme interactive, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette plateforme, les patients se loguent dessus et puis ils font, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font un questionnaire santé. Donc l'idée, c'est qu'on espère, comme dans le Kisintal, ils ont fait exactement la même chose, les différents assurés peuvent, s'ils le veulent, bien entendu, ouvrir un espace santé et faire un questionnaire santé qui touche quelques éléments de la santé, mais qui ne demande pas, qui n'est pas un dossier médical. On ne demande pas des résultats de cholestérol, des examens, etc. C'est ce que le patient ressent. Est-ce que vous sentez en bonne santé? Alors, il y a quelques mesures, poids, etc., tabac, exercice physique, sommeil, pour pouvoir avoir une idée. Avec ceci, vous pouvez ainsi, ensuite, après leur questionnaire santé, le coach, s'il le veut, peut prendre contact avec lui, avec cette personne, et la personne peut aussi prendre contact à tout moment avec le coach, et on lui propose un programme de santé qui va être adapté à ce qu'il désire, à ce qu'il a besoin. Et l'intérêt aussi de ce projet, c'est qu'on communique par email. On a 80% des emails avec leur accord, c'est dans le contrat d'assurance. On va pouvoir contacter ces patients par email et leur pousser des informations sur la santé en fonction de ce qu'ils ont déclaré en termes de santé. Bien entendu, le patient n'est pas obligé, il fait comme il veut, c'est un service qui lui est offert. Mais quand vous travaillez sur une population, si vous voulez connaître la population d'un district, d'une région, il faut mettre en place ce type d'approche. Les gens peuvent écrire, communiquer, débattre sur la santé et dire, moi, il me faut ce programme pour l'arrêt de tabac. Je vois qu'à côté de chez moi, il y a un programme pour la surcharge pondérale, pour le tabac, etc., le sommeil, etc. Donc, ensuite,
la région se tourne vers la santé de la population parce qu'elle connaît les besoins de la population. Et l'idée, c'est que de dire si on arrive à offrir des espaces santé à une population, on va essayer de la garder en meilleure santé, puis on va essayer de faire en sorte que le coût global de cette personne, de cette population à 3, 5, 10 ans, elle s'améliore. Et surtout, on pense santé plutôt que penser uniquement maladie ou soins. Tout ceci, bien entendu, n'exclut pas une excellence dans les soins, une excellence dans la formation des médecins, dans la formation des physios, des ergos, dans un travail professionnel doit être garanti avec des mesures de la qualité des soins. Mais ça permet d'avoir une autre approche pour nous, les professionnels de la santé. Donc, c'est un projet nouveau, c'est un projet qui est aussi validé dans la littérature, mais c'est un projet qui va nous permettre de dialoguer, parce que l'important, c'est que ce ne soit pas l'assureur, et vous voyez bien que là, ce n'est pas l'assureur qui a développé ce projet, c'est grâce à l'assureur qu'on peut le développer, mais c'est les professionnels et le réseau, dans le cadre du budget qu'il a à disposition, qui développent des projets qu'il semble être utiles pour sa population, pour les assurés, et c'est des projets qui viennent des professionnels. Et je pense qu'il est important, c'est que la population a confiance en qui? Quand on regarde les mesures de confiance de la population, ils ont confiance dans leurs professionnels, soit médecins, infirmières, ils ont confiance. Donc si vous avez une relation de confiance, vous pouvez commencer à travailler. Vous pouvez travailler, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec Léonce. L'autre élément qui est important, vous avez vu ça, c'est une plateforme collaborative avec les patients. On peut aussi écrire aux patients. Les patients peuvent écrire, peuvent demander des ordonnances, peuvent demander à leur médecin, etc., prendre des rendez-vous. Et puis on peut analyser le collectif. Le médecin peut savoir quel est le collectif de ces patients diabétiques, de ces patients qui ont des besoins. Il a un tableau de bord avec ses tâches. Il peut communiquer très facilement, envoyer très facilement des ordonnances ou des informations à son patient, mais aussi des informations à son équipe de soins. L'autre élément, c'est des plateformes collaboratives, c'est-à-dire que tous les professionnels, avec l'accord du patient, peuvent se loguer sur ce dossier, peuvent écrire sur le dossier, peuvent avoir les informations sur les plans de médication ou sur un certain nombre d'informations pour pouvoir planifier, avoir en temps réel, connaître les problématiques de cette population. Alors maintenant, on va regarder un peu les obstacles et les défis du système de santé. Alors là, je me lance dans un exercice un peu nouveau. Voilà. C'est-à-dire que j'ai imaginé le district d'Entremont. Je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent d'Entremont. Non, pas de personne qui vient d'Entremont. C'est loin, l'Entremont. Je connais l'Entremont, je connais assez bien l'Entremont parce qu'il y a à peu près 15 ans, la commune de Bagne, monsieur le syndic de Éloie, le président, m'avait demandé, je l'avais rencontré grâce à une conseillère municipale que je connaissais bien, il a dit, nous on a un problème à Verbier, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir de médecins pendant à Noël, pendant les fêtes, etc. On a 30 000 personnes là-haut, on n'est pas en sécurité, est-ce que vous ne voulez pas, vous à Genève qui avez déjà développé des projets, des centres de santé, est-ce que vous n'avez pas des médecins qui ont envie de monter à Verbier? Et puis, comme moi, quand j'étais petit, mes parents avaient un petit appartement à Verbier. J'ai dit, bah oui, c'est un endroit que j'aime, lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et j'ai dit, oui, on prend cette responsabilité. On a trouvé des médecins. Pendant plusieurs années, on a eu le centre médical de Bagne qui était dans le bâtiment de la Migros. Et puis, on a pu, pendant certains hivers, avoir des médecins français qui venaient assurer des gardes pour les traumatismes, etc. Et puis, à un moment donné, Bruchet, qui avait le cabinet au Chable, il m'a dit, écoute, voilà, Philippe, nous, on va quitter le cabinet, on est âgé, est-ce que vous ne voulez pas le reprendre, puis vous avez le cabinet d'en haut. J'avais 2 collègues qui avaient envie, on a repris aussi le cabinet du Chable. Mais ces 2 collègues et celui de Verbier, au bout d'un moment, ils en avaient assez, puis ils étaient âgés aussi, ils ont pris leur retraite. Et comme on avait créé une maison de santé à Genève en 2012, j'ai proposé, en fait, on a réuni tous les médecins du district, Orsières, Verségères, etc. Et on a dit, écoutez les collègues, est-ce qu'on ne ferait pas une maison de santé dans l'Entremont? Est-ce qu'on ne ferait pas une maison de santé en bas à Saint-Branché? Parce que ça serait le bon endroit. On a rencontré le préfet, tout le monde était enthousiaste. Mais bien entendu, le président de la commune de Bagne n'a pas vu ça d'un bon œil. Et il a dit, écoute mon ami, puisque vous voulez enlever les cabinets
du Chable et de Verbier. On ne voulait pas enlever les cabinets de Verbier, mais on voulait simplement renforcer à Verbier, mais que tous les médecins et les jeunes médecins puissent venir, parce qu'on sait qu'un jeune médecin, il ne veut pas s'installer au Chable, il ne veut pas aller à Orsières, mais s'il y a un cabinet de groupe ou une maison de santé à s'embrancher, eh bien, ils sont intéressés. Puis effectivement, on a créé cette maison de santé. On nous a, la commune de Bagnes nous a dit, puis c'est comme ça, on reprend le cabinet en haut à Verbier, et puis on leur a donné aussi celui du Chable. Et puis, une fois qu'on a mis en place la maison de santé, nos jeunes collègues ont dit, nous, on n'a effectivement plus besoin des Genevois, ce qui est tout à fait correct, puisqu'on n'y travaillait pas. Et en fait, il y avait 5-6 jeunes médecins qui se sont installés à Saint-Bronchet. Donc, ils ont une communauté médicale qui est quand même assez riche au niveau de ce district. Mais l'objectif de ça, la maison de santé, c'est bien, ça a attiré des médecins, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que il faut aller un peu plus loin. La maison de santé est un lieu. Alors malheureusement, la pharmacie est à côté, pas intégrée entièrement dans la maison de santé. Les infirmières ne sont pas dans la maison de santé. Il n'y a pas une dynamique pluriprofessionnelle, mais c'est déjà un embryon. Donc l'objectif quand même maintenant qu'il y a cette maison de santé, c'est de se dire qu'il faudrait améliorer la santé globale de la population. Il faut réduire les inégalités d'accès, donc aussi dans des lieux reculés. Vous vous souvenez, Léonce, elle habite à Lide, et c'est quand même relativement loin, Lide, à la maison de santé de Saint-Brocher. Des nouvelles formes d'organisation, comme on l'a dit tout à l'heure, qui permet effectivement aussi d'expérimenter des nouveaux modèles. Donc en fait, si on va un peu plus loin sur ce projet en fait, de Bagnes, on reprend les éléments qu'on a discutés tout à l'heure, ça serait d'enthousiasmer, si on voudrait apporter des transformations profondes dans le système, ça serait effectivement de réfléchir à une approche participative des habitants, une approche interprofessionnelle des différents médecins, infirmières, en fait, de tous les acteurs, actrices qui sont sur ce territoire, et de co-construire avec les besoins de la population. C'est là aussi qu'on fait appel à des ateliers, on fait appel, on essaie d'évaluer quels sont les besoins de cette population, puis on co-construit un territoire de santé. Et puis il faut qu'effectivement, dans ce cadre-là, il y ait une volonté, un engagement local de l'ensemble en fait de cette communauté, de ce district qui se reconnaît dans un projet, de santé au sens large, et il y a une dynamique qui se crée autour en fait de cette vision commune. Et puis on essaye effectivement de créer en fait avec une plateforme interactive, avec une manière de communiquer entre les professionnels. On commence à créer des programmes, des projets, des approches et des équipes de soins pour prendre en charge les soins qui sont les plus difficiles. Mais de nouveau, ça demande effectivement que les différents professionnels se sentent motivés à avoir cette responsabilité de population et qu'ils soient rémunérés, récompensés pour une amélioration, une plus-value de la santé d'une population. Et c'est là que c'est très difficile, comme vous l'avez compris. Vous voyez bien que la fragmentation, elle est en grande partie due au modèle de financement et au modèle de représentation de toutes ces professions, et que si on veut essayer de transformer ça pour aller vers la santé, du soin à la santé, si on veut essayer de transformer le système, il faut vraiment avoir un financement de l'équipe, des équipes, que ce soit identifiable, et il faut que les équipes, les professionnels, gagnent plus que s'ils étaient payés simplement à l'acte. Mais ils peuvent gagner plus si on arrive à aller chercher ces 25% de gaspillage que l'on a dans un système de santé fragmenté. Donc c'est tout le pari, c'est de dire de l'argent, il y en a assez. On a beaucoup d'argent ici en Suisse. On a beaucoup d'argent, et comme on a beaucoup d'argent, on gaspille aussi beaucoup. Et vous le savez tous, on le sait tous, quand on regarde quel que soit notre point de vue sur le système de santé, ou là où on est dans le système de santé, qu'on soit patient, thérapeute, qu'on soit proche aidant, on voit bien que là, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire plus efficient, on aurait pu faire moins cher, on aurait pu faire plus efficace, on aurait pu faire moins de doublons, etc., etc. Et puis, pour tout ça, il faut effectivement
qu'il y ait des outils numériques, des plateformes dans lesquelles les gens peuvent être informés, dans lesquelles on peut communiquer, dans lesquelles l'information coulisse entre les professionnels, les familles, la population, etc. Toujours en respectant, bien entendu, l'autonomie et en respectant la volonté de chacun d'entre nous, de manière à ce que ce soit volontaire, accepté et exprimé dans le cadre du respect de la protection des données. On a déjà parlé, le financement incitatif et durable. On a de l'argent, on peut le faire, il n'y a pas du tout de doute. Le Kinzintal l'a fait, les Anglais le font, les Américains le font dans les maisons médicales. Vous avez vu, les Belges aussi travaillent sous d'autres formes. Ils ne sont pas rémunérés uniquement à l'acte, les professionnels. En Ontario, je vous ai donné des exemples. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que les transformations sont possibles. Mais il faut aussi une transformation culturelle. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a une vraie volonté de changement. Et vous avez, pour ceux qui étaient là, vous avez entendu Stéphanie Menot, c'est aussi un credo de Stéphanie Menot, c'est aussi un credo des chercheurs comme Nicolas Sen. Ils viennent de faire un livre sur la médecine de premier recours, donc il y a beaucoup d'éléments scientifiques, de recherche, de données, qui montrent que c'est là qu'on doit aller. C'est là-bas que ça doit se passer pour ces prochaines années. Sinon, on a une population vieillissante. On a vu encore qu'on arrive effectivement à une Suisse bientôt de 10 millions, mais on arrive surtout à une Suisse où il y a une personne de 65 ans sur 4, une personne sur 4 aura plus que 65 ans. Donc on a aussi, vous voyez déjà, il y a le déclin du Japon, l'Italie aussi, on a des pays qui sont vieillissants. Donc on a des pays avec des problèmes. D'une part, on n'aura plus assez d'argent pour pouvoir financer, puisqu'il y aura moins de salariés, et puis il y aura des personnes qui seront à charge avec des maladies chroniques. Donc il faut vraiment changer d'optique. Mais il ne faut pas se leurrer, tout ça c'est joli, mais il y a beaucoup de regarder. On se rend compte qu'il y a beaucoup de freins. Je ne veux pas vous entraîner comme ça dans un projet utopique. On doit regarder calmement et tranquillement et sereinement et lucidement ce qui freine effectivement le changement. Premier défi, on l'a dit, c'est cette fragmentation. Cette fragmentation, je ne veux pas me répéter, on en a parlé, il y a trop de silos, trop d'acteurs indépendants, trop de logique institutionnelle. Quand vous savez, j'ai un de mes amis qui est radiologue et qui m'a raconté comment ça se passe entre la ville et l'hôpital. La concurrence que dans un petit monde, enfin un grand monde qui est la ville de Sion, comment ça se passe entre les professionnels et l'hôpital, comment la concurrence se crée, comment les tensions se créent, comment les gens ne se parlent pas, et comment on fait des doublons. Donc voilà, c'est notre système de santé. La deuxième chose, c'est effectivement le manque de temps et le manque de reconnaissance dans la coordination. On n'est pas payé pour faire de la coordination, on n'est pas payé pour du temps passé avec les patients, on n'est pas payé pour du temps d'enseignement thérapeutique et puis de prévention. Troisième défi, c'est, on l'a assez dit aussi, les systèmes d'information qui ne se parlent pas. Vous voyez bien avec Cara, on attend Cara, c'est bientôt une Arlésienne, on attend tous Cara depuis de nombreuses années. Ça fait 20 ans que M. Segon a fait un premier groupe de travail dans lequel j'ai participé sur le Cara. Genève a mis des millions et des millions. C'était Étoile, mondossiermédical.ch, Cara, etc. On est passé, mais maintenant la Poste quitte le bateau, il faut retrouver de nouveaux prestataires. On n'est pas là. Personne n'a envie d'imposer au niveau suisse un numéro d'identifiant ou un système informatique unifié pour tout le monde. Donc voilà, on pétouille et en attendant qu'on pétouille, on ne se parle pas et on ne communique pas. Et des acteurs privés, Compassana, des assureurs, créent des plateformes dans lesquelles ils veulent driver le système de santé. Mais ça ne sera pas dans l'intérêt. Ça sera dans l'intérêt de leurs assurés, bien sûr, autour de nous, mais ce ne sera pas dans l'intérêt d'une population. Les assureurs n'auront pas la capacité, si les pouvoirs publics n'investissent pas, de changer de modèle, de réfléchir à un modèle qui demande une gouvernance beaucoup plus publique, beaucoup plus politique et qui nous intéresse tous. Le quatrième obstacle, c'est les réglementations rigides. On a une LAMAL qui est terrible, qui ne laisse peu d'espoir de pouvoir faire évoluer. Et même quand on fait un article innovant,
un 59B, on ne peut pas innover parce que tout est balisé. On n'a pas voulu avoir de nouveaux prestataires, on n'a pas voulu avoir de nouvelles prestations, donc c'est mort. Donc personne n'a utilisé ce projet innovant alors que c'était un grand projet de l'OFSP. Et puis la culture professionnelle. On a des cultures professionnelles qui sont ancrées dans nos modèles, le médecin, l'infirmière, le pharmacien. Et vous voyez bien quand les pharmaciens montent au front pour pouvoir faire des prescriptions, pour pouvoir donner des conseils ou être payés, c'est la guerre avec mes collègues médecins. Voilà, chacun défend sa profession. Quand on veut donner des programmes et des libertés aux physiothérapeutes, ça s'arrête, etc. Quand les infirmières, vous vous rendez compte qu'on doit se battre pour que les infirmières puissent faire quelques actes et qu'elles puissent être financées pour ces actes. Donc c'est très, très complexe ce problème de culture professionnelle. Le paiement à l'acte, donc on a parlé, le modèle de financement, on ne va pas s'arrêter là. Et puis c'est cette vision commune à long terme, ce grand projet. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ces obstacles. Elles peuvent être traversées. D'habitude, c'est dans des crises, donc ce ne sera pas dans des crises, mais ce sera dans des projets pilotes. Alors, ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai un ami avec qui on travaille, on a beaucoup travaillé, on a aussi 15 ans de compagnonnage, si j'ose dire, avec Yves Cunet, qui est le directeur du réseau La Côte, et qui lui aussi, comme vous le voyez, un peu partout, même en Suisse, un peu partout, vous avez vu au niveau international, on réfléchit à des modèles d'intégration de population. Mais là aussi en Suisse, lui, il travaille. Je lui ai demandé son accord. J'ai participé à une présentation où je vous présentais en partie les slides que je vous ai montrés. Lui, il avait présenté ces slides là aussi. Et vous verrez que c'est très similaire. Donc, il a travaillé aussi dans son coin comme directeur du réseau du Nord-Vaudois. Il explique bien. Et si la responsabilité populationnelle pouvait être une réponse, plutôt que de raisonner en dispositif et en structure, elle propose un changement de paradigme, organiser le système non plus autour des institutions, mais autour des besoins réels d'une population donnée et dans un territoire déterminé. Donc on retrouve cette notion-là, et lui travaille effectivement, et vous voyez, c'est pas l'Entremont, mais c'est une région concise au Nant, où il y a un cabinet médical qu'il connaît bien, qui a envie de transformer, puis il dit comment on va pouvoir faire. Objectif, contribuer au maintien en santé, encourager, expérimenter, tester de nouvelles modalités, les domaines, prévention diabète, promotion de la santé, donc stratifier la population, comprendre quels sont les problèmes de santé de sa population, et puis de faire des axes, de faire des ateliers, réaliser un diagnostic territorial, mobiliser des acteurs locaux, développer des programmes de santé communautaire, renforcer les points de santé primaire et de proximité, expérimenter la responsabilité populationnelle, études de modèles, etc. Donc vous voyez que ça se recoupe entièrement par rapport à ce que je vous ai expliqué précédemment. Il n'y a pas aucune botte secrète, il y a simplement des gens qui réfléchissent système et qui mettent en place ce qu'on lit dans la littérature et ce que entre la littérature, la recherche et ce que l'on peut faire chez nous en Suisse. Voilà, je vais m'arrêter ça, je vais laisser. En principe, chez nous, on a quand même les assureurs, les cantons et les réseaux de soins. Donc quand je mets en bas les réseaux de soins, ces réseaux de soins, c'est des réseaux territoriaux. Donc les réseaux territoriaux ont une responsabilité, ils gèrent un budget que leur met à disposition les assureurs, les cantons les aident à soutenir leur développement parce que les cantons ont de l'argent pour faire des missions de santé publique. Ils le donnent et ils le confient à des régions sanitaires dans lesquelles tous les acteurs sont à un conseil d'administration. Et puis on commence à travailler tout en gardant le rôle des assureurs, le rôle des cantons et le rôle des professionnels. Mais il faut que nous, les professionnels, on se mette d'accord. Donc les quelques messages, et j'en termine là. Donc il n'y a pas de modèle unique. Je vous ai montré 2 modèles, mais ce n'est pas des modèles uniques. C'est des manières de faire avancer une organisation sur un territoire avec des acteurs d'un territoire que l'on connaît. Et puis, c'est toujours se dire il y a des patients avant les structures. Je pense que les problèmes des modèles qui sont plaqués d'en haut, que ce soit par les assureurs ou par l'hôpital qui veut des modèles top-down, ça ne fonctionne pas. Il faut laisser la créativité des acteurs et des actrices de terrain, laisser l'autonomie aux professionnels pour s'auto-organiser, mais leur donner les moyens économiques
et les moyens législatifs pour qu'ils s'auto-organisent entre eux. On aide aujourd'hui dans des modèles de gouvernance et déjà dans les organisations, d'organisations agiles, salutogènes, qui permettent aux professionnels que nous sommes tous de donner le meilleur de nous-mêmes, d'avoir de l'autonomie et de nous auto-organiser sans avoir une pression depuis le haut. Deuxième élément, c'est les financements qui alignent bien entendu les intérêts qui sont des intérêts pour la population, et puis le numérique comme catalyseur. Suivant, les soins intégrés, pas, comme je vous l'ai dit depuis le début, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est un des moyens, des outils, une des théories pour essayer d'améliorer la santé d'une population. Et puis un partenariat clair, réseau, canton et assureurs, accepter la complexité. Et voilà, ce ne sont ni un modèle, ni quoi que ce soit, mais ça dépend du terrain, du local, de la dynamique de nous tous, avec la population. Et je tiens à vous remercier de votre écoute. Merci beaucoup, Dr Chalère, pour cette intervention très intéressante. J'ai rempli ma mission. Oui, tout à fait. Sûr. Oui. Très bien. Merci. Alors, maintenant, je donne la place au public. Si vous avez des questions à poser au Dr Chalère, c'est maintenant le moment ou autrement. Toujours difficile de poser des questions. Ouais. Au moment convivial en dehors de la salle. Mais s'il y a des questions actuellement... Est-ce que ce que je vous ai raconté, vous y croyez? Ou est-ce que vous pensez que c'est une illusion? Oui, madame. Ben voilà, moi je suis aussi vieille que vous, alors je Ouais. peux perdre les illusions. Alors, bien sûr que je crois à tout ce que vous proposez, mais on est dans un monde où on a beau faire l'éducation thérapeutique du patient, où on a beau mettre en place tout ce que vous proposez, on est dans un monde qui encourage tellement les comportements qui ne sont pas des comportements de santé, où partout où on va, il y a du gras, il y a du sucre, il faut plus bouger. L'autre jour, je lisais dans une nouvelle liste des pauvres enfants, parce qu'il y avait eu chez moi un problème sur la route, qui doivent marcher 10 minutes pour aller à l'école. C'est un scandale. Donc voilà, je me dis, mais moi j'ai l'illusion que la réponse, elle viendra des politiques. À un moment, il faut que les politiques interdisent certaines choses, imposent d'autres choses, et que de compter que sur les soignants pour changer la culture, ça ne marchera pas. Oui, deux choses dans votre... Vous savez que tout ce qui est interdit, vous voyez bien, la prohibition, ça ne marche pas non plus. Hein. Et puis je pense que c'est pour ça qu'on parle d'une population en santé. Je pense que ce n'est pas que les professionnels qui doivent donner. Bien sûr qu'il y a des réponses. Là, on fait tourner sur les scores, les Nutri-scores. Hein. La Migros les enlève. Et puis tout d'un coup, on dit, voilà, il y a les professionnels qu'on est, on signe des pétitions pour garder les Nutri-scores. C'est une avancée. Donc c'est vrai qu'il y a un pouvoir économique, comme le pouvoir des pharma, qui nous pousse à consommer, à faire toujours plus. Des médecins, tout ce qui est payé à l'acte, on fait toujours plus. Mais je pense que c'est pas, vous avez raison, c'est pas que les professionnels. C'est pour ça que je dis que c'est une population en santé dans laquelle on met tout le monde. On met le pharmacien, le boulanger, l'épicier. C'est une volonté de dire, il faut un changement de ceci. Et c'est pas nous qui pourrons le faire comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais nous, on doit être moteur. On doit encourager nos patients. Et puis les patients doivent être moteurs de ça. Pas les patients, mais la population doit être moteur. Mais comme vous dites, il y a beaucoup de freins économiques. Et puis on est entraîné. Puis il y a les addictions au sucre, à tout ça, qui font qu'on est tous dans cette dynamique-là de société consommatrice. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas refuser la consommation et le bien-être, mais c'est d'être obligé, ou les politiques ne changeront pas. Puis les politiques aujourd'hui en Suisse, les politiques de santé, elles ne sont pas faites par nos 7 sages, elles sont faites par des chambres fédérales qui, eux, ont aussi d'autres intérêts et sont truffées d'intérêts, de lobbying, etc. C'est la Suisse, c'est les compromis, il faut qu'on en trouve. Oui. Merci pour cette présentation, c'était vraiment super intéressant. Je me demande comment dans notre canton, où on a des difficultés à avoir assez de médecins traitants pour les patients, d'ailleurs on va les chercher à Genève, comment on arrive à créer ce genre de structure, sachant que les patients ne vont pas forcément avoir un médecin traitant. Et en même temps, je me dis c'est la solution, parce que beaucoup de médecins traitants, beaucoup d'internistes ne s'installent pas, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce système de l'acte. Je suis une interniste qui reste avec les ça, je ne peux pas
de voir changer mon rapport au patient. Et je me dis que peut-être s'il y avait un autre modèle de financement, que je pouvais passer autant de temps que je voulais avec mon patient qui a besoin. Vous le ferez passer pas. Alors, il y a plusieurs réponses dans votre question, il y a plusieurs éléments intéressants dans votre question. On a l'idée qu'en Suisse, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez d'infirmières. Mais quand vous comparez la Belgique, la France, l'Angleterre, la Suisse, elle est dotée de ces 4 pays, de plus d'infirmières, je crois que c'est 18 par 1000 habitants, de plus de médecins. En fait, on est les mieux dotés en Europe de médecins et d'infirmières. Mais on dit qu'il y a pénurie. Mais pourquoi il y a pénurie? C'est parce qu'on fait des gestes et des actes qui ne sont pas toujours utiles. C'est parce que les médecins disent à pénurie, ils prennent plus de médecins traités, ils mettent plus de patients. Moi, je vois bien, puisque j'ai encore mes patients et mon cabinet, je cherche aussi, à Genève, on cherche aussi de pouvoir être remplacé. Mes collègues médecins n'ont plus de place, ils prennent plus de nouveaux patients, ils prennent plus les patients chroniques, ils vont plus à domicile, ils vont plus en EMS. Aujourd'hui, ils sont dans leur cabinet. Mais pourquoi? Mais les médecins ne délèguent pas ni aux pharmaciens. Donc moi, tous les jours, je dois voir une dame pour venir faire un renouvellement d'ordonnance. On ne délègue pas aux infirmières, on ne délègue pas aux physios. Donc je dois faire des bons de physio. Pour les infirmières, les infirmières, elles ne peuvent pas faire des actes. Elles ne peuvent rien prescrire à la maison. Donc les patients doivent venir au cabinet. Puis les médecins, compte tenu qu'ils sont pris aussi par leur anxiété, ce qui est correct, puisqu'ils sont payés à l'acte, ils doivent remplir leur cabinet. Moi, je vois des collègues qui, installés, à 2 mois, 3 mois, ils sont pleins. Ils ne peuvent pas prendre de nouveaux patients dans la journée. Ils ne prêtent pas, même pas les urgences dans la journée. Ils doivent aller aux urgences parce qu'ils sont pleins. Ils ont vu, alors ils voient 12 patients par jour, 14 peut-être. Ils n'en voient pas 20 ou 25 comme dans d'autres cantons. Mais avec 12 patients, puis avec le psychiatre, il voit 7-8 patients 9 patients par jour. Puis avec une file active de 100, 200 patients, ça leur suffit. Mais parce qu'on se crée aussi une dynamique et les patients sont contents de venir. Mais quelle est l'utilité, la pertinence de toutes ces consultations inutiles? Mais je ne veux pas dire que c'est inutile puisque c'est du relationnel, c'est de l'utile, mais on pourrait faire différemment si on était acculé. On n'a pas de pénurie de médecins. C'est une pénurie qui est une pénurie organisée, entre guillemets, systémique, pas la faute des professionnels forcément, c'est la faute du modèle aujourd'hui. Parce que moi, je peux, et comme je vais maintenant peu au cabinet, d'autres activités, etc., eh bien, je délègue tout. Je délègue à mes infirmières, je délègue à mon assistante médicale, etc. Mais ils sont perdus. L'infirmière me dit, non, mais attendez, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, décidez. Avec la sonde, j'ai dit, mais vous êtes meilleur en sonde que moi. Pourquoi vous me posez la question si vous devez la changer, pas la changer, mettre un antibiotique ou pas? Vous savez, est-ce qu'elle a de la fièvre, etc. Allez regarder dans les livres. Puis revenez avec une réponse. Puis ils se débrouillent après. D'accord? On ne transfère pas nos responsabilités pour libérer du temps pour prendre des cas plus difficiles, etc., de chef d'orchestre. Donc c'est le modèle conceptuel. Et puis vous avez raison, pour les jeunes médecins, moi je dis qu'on a quand même une organisation qui a toujours un renouvellement de jeunes médecins, eh ben, ils n'ont plus envie de ce monde du paiement à l'acte. Ensuite, les dermatologues, il n'y a plus de dermatologues. Vous allez chez le dermatologue, vous n'en avez pas. Alors, je pense en Valais, vous n'en avez pas beaucoup. Mais à Genève, on en a beaucoup. Mais les dermatologues, ils font quoi? Ils font de l'esthétique. Ils ne font plus les boutons, les trucs scrofuleux qui sentent mauvais. Ils font de l'esthétique. Donc, qui fait les boutons? Personne ne fait les boutons. J'espère que demain, l'IA, d'autres professionnels feront ce que les dermatologues ne veulent pas faire. On a assez de dermatologues. On a assez d'ORL. On a trop de cardiologues. Chaque fois que vous allez chez le cardiologue, vous avez une écho, vous avez ici, vous avez fait. Les urologues, ils convoquent leurs patients toutes les années. Pourquoi? Je dis aux patients, mais pourquoi vous avez été chez l'urologue? Ah, mais il m'a dit de venir chaque année. Mais pourquoi? Ah, mais parce qu'il me fait une petite écho, puis il regarde ma prostate et tout. Je dis, mais c'était utile? Non. Bon, voilà. Puis moi, j'ai déjà fait le PSA, je l'ai déjà vu, ça n'avait pas de sens. Donc on se construit du temps inutile, malheureusement. Alors, je ne sais pas s'il y a des confrères dans la salle, mais ce ne sera pas la première, mais c'est une vérité. Mais ce n'est pas la faute des médecins. Ce n'est pas la faute des pharmaciens. Ce n'est pas la faute des patients. C'est le système qui nous a poussés à fonctionner comme ça. Et c'est confortable. C'est confortable. On est tous confortables. Le patient est confortable. Les petites dames viennent voir leur médecin 2 fois par semaine ou 2 fois par mois. Ils sont contents. Ça se passe bien. C'est du relationnel.
mais ce n'est pas utile. Ça coûte, et ça prend du temps. C'est même pas que ça coûte cher, à la limite on s'en fiche que ça coûte cher, mais ça prend du temps, et c'est du temps qu'on n'a pas pour des choses plus importantes. Dans l'hôpital, c'est pareil. Le monde hospitalier, c'est confortable aussi. Quand on voit la polyclinique de médecine, ils voient 3 patients, 4 patients par jour. D'où, là, j'ai vu beaucoup de patients, j'ai vu 4 patients, 2 le matin et 2 l'après-midi. Mais c'est patient complexe, d'accord. Mais ce patient complexe, toi, médecin, tu n'avais pas besoin de le voir. Une infirmière aurait fait très bien ce job. Puis elle t'aurait appelé pour voir toi, puis tu aurais pu voir toi. Enfin, c'est cette chaîne de soins qui est mal foutue aujourd'hui. Mais personne n'ose la dénoncer parce qu'on se tient tous par la barbichette. Donc on n'a pas avantage à se faire écouler, ouais, Dominique. Est-ce que tu as parlé maintenant de comment, vers quoi il faut viser, les bonnes choses qu'on devrait discuter. Est-ce qu'il y a, ça existe déjà, par territoire, par région, des choses qu'il faudrait plus faire, des ateliers pour dire qu'est-ce qu'on devrait faire mieux, qu'est-ce qu'il faudrait plus faire. Parce que dans Genève, c'est passion, hein, etc. Mais autrement, c'est différent. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas comment on appellerait ça, une plateforme de réunion, on amène des événements indésirables, des choses non efficientes pour éviter que ça se reproduise. Ouais. De commencer par ça, avec tous les soignants qui sont impliqués, par exemple, dans le parcours de... Mais c'est ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, parce que je pense qu'on ne peut pas faire confiance, entre guillemets, aux professionnels seulement. Je pense que c'est la population. Et quand on pose la question à la population elle est consciente de ça. Puis elle dit ce qu'elle a vraiment besoin. On voit bien, là, vous voyez bien qu'il y a eu, Lennart a fait un panel de patients et de populations pour savoir pour la gouvernance du système de santé, ce qui avait été proposé par l'Académie suisse des sciences médicales et ce qui a été porté aussi par Stéphanie Monod. Ils ont fait un panel de patients, puis les dates de population, et la population, elle est consciente de ces éléments-là. Et quand elle discute entre elles, elle dit « ça j'ai besoin, mais ça j'ai pas besoin ». Si on se fie à ce qu'a besoin vraiment les patients, je pense que c'est aussi nous qui faisons une induction. Ce n'est pas que la demande, c'est l'offre qui induit des comportements aussi, tu vois. Je pense que c'est une démocratie où il doit y avoir les professionnels, tous les professionnels, les politiques, bien sûr, politiques locaux, parce qu'un préfet, un président de commune, il sait, et des conseillers municipaux, ils savent ce qu'ont besoin leur population, puisqu'ils vivent avec. Tu vois, c'est ça qui nous manque. Aujourd'hui, le système de santé est capté par les professionnels, est capté par des pharmas, est capté par la technologie, est capté par une pensée. C'est une pensée. On a construit un modèle de pensée. Ça, c'est l'autre problème, enfin, c'est l'autre réflexion qui est plus philosophique, faite par les historiens de la médecine. Mais on a construit un modèle. Il faut le déconstruire, ce qui ne veut pas dire être en moins bonne santé puis de faire de la médecine aux pieds nus. Il faut déconstruire pour reconstruire quelque chose qui part d'une autre prémisse et d'une autre réflexion du système de santé. Mais c'est les populations qui doivent s'en occuper. Et ce qui, tu l'as dit très justement, ce qui se passe dans ce district, ce qui se passe dans ce canton, ce n'est pas ce qui se passe à Genève, ce n'est pas ce qui se passe à Fribourg, et c'est une autodétermination. Mais on nous a imposé des modèles. Et on voit bien aujourd'hui combien de médicaments sont utiles. Aujourd'hui, on estime que 20% des médicaments sont dangereux, que 40%, enfin avec les dangereux, 20 autres pourcents sont pas utiles ou peu utiles, et puis on en a peut-être 30, 40, 50% qui sont vraiment utiles, qui ont fait preuve de données qui permettent d'être utiles. Mais est-ce qu'à 90 ans, on doit encore donner des statines à des personnes? Est-ce qu'on doit continuer à traiter les soins palliatifs? Oui, mais à quel moment on s'arrête? À quel moment on dit, écoutez, là, ces chimios, il ne faut pas les faire, c'est une discussion avec... C'est le patient qui doit choisir. Mais aujourd'hui, on est entraîné dans des systèmes. Aujourd'hui, un patient qui va à l'hôpital, même qu'il a 85 ans, on va lui faire des examens par rapport à des problématiques qu'on ne va d'une part pas régler et sans poser la question au patient, mais on veut savoir, mais pour savoir. Mais pas... Est-ce que dans la stratégie thérapeutique, ça a du sens? Toi, tu connais bien quelle est la stratégie thérapeutique. Pourquoi on utilise un IRM plutôt qu'un écho? Pourquoi on utilise beaucoup de choses sont comme ça. On dit, ah ouais, on fait vite un IRM du genou. Est-ce qu'on a besoin de faire cet IRM du genou? Vous allez vouloir être opéré? Ah non. Alors ça ne sert à rien de le faire. Je peux vous dire que vous avez de l'arthrose, je peux vous dire que vous avez un ménisque.
Mais aujourd'hui, on ne l'opère pas. Combien de ménisques on a opérés qui ne servent à rien? Combien d'hystérectomies ou combien de césariennes on fait qui ne servent à rien, etc. Donc, on est partout. Chaque fois qu'on touche quelque chose, ça s'effiloche un peu. Oui, madame? Je vais réagir à votre question par rapport aux premières recommandations de faire moins. C'est la campagne Smarter Médecine. Ouais. On connaît, mais les autres professions pourraient aussi avoir leur Smarter Nurse, Bien sûr. physiothérapie, etc. Ce sera intéressant. La plateforme que vous avez montrée dans le réseau, je trouve ça vraiment génial. On a un problème de dossier partagé patient. Ouais. L'hôpital est donc c'est catastrophique, mais Ouais. si on arrive, si vous avez réussi à faire ça, vous avez contourné, je ne sais pas... Les difficultés, oui. On sait que les patients, quand ils ont à partir de 5 traitements, il y a une interaction et il y en a au moins un qui voudrait retirer. De toute façon, les pharmaciens pourraient interagir. Bien sûr. Puis vous avez parlé de la tension entre l'ambulatoire et l'hôpital. C'est vrai, hein, c'est historique, ça existe. Et moi, je crois fondamentalement au fait qu'on peut vraiment se retrouver les deux là-dessus. L'hôpital perd beaucoup d'argent en gardant des patients qui pourraient rentrer plus vite à la maison. L'hôpital a même besoin de mettre en place des structures pour faire du hôpital à domicile, alors que le réseau il existe. Bien sûr. On pourrait confier au réseau local du Bien patient la suite Bien sûr. plus facilement. Bien sûr. Et qu'on s'y retrouverait tous. Bien sûr. Moins de coûts pour l'hôpital et une gestion par les... Bien sûr. La MAL a créé les soins aigus et de transition, ils ne sont pas utilisés. C'est le médecin hospitalier qui préfère faire, développer. Chacun veut développer quelque chose que déjà l'autre fait. C'est un peu la première. Et l'autre élément, et on le voit bien, hein, tout ça corrobore aussi ce qu'on a vécu avec le Covid. Et on a vu qu'on a tous entré sur l'hôpital, alors que une crise sanitaire telle qu'on l'a connue, une pandémie qu'on pourra peut-être reconnaître, part de la base de l'utilisation des pharmaciens, des médecins, de la population. On ne fait pas les mêmes traitements pour chaque personne et on n'hospitalise que les personnes qui en ont vraiment besoin, etc. Si on surcharge le système. Mais on est un peu tombé sur la tête, hein. Quand on est dans un système, vous voyez bien ces problèmes en étant de l'hôpital. Quand on est à l'extérieur, on voit bien aussi ces problèmes-là. Mais non d'une pipe, est-ce que nous, qui avons fait, enfin tous les professionnels, avons réfléchi, avons passé tellement, on était enthousiastes par rapport à nos métiers, on a ça devant nous, on ne réagit pas. C'est le système. Mais c'est le système qui est perverti par le modèle financier. Ce qui ne veut pas dire que personne doit gagner moins. Au contraire, on doit gagner peut-être probablement tous mieux parce que les professionnels doivent être bien traités, et on doit mieux traiter tous nos professionnels, et en reconnaissance, etc. Mais il faut qu'on aille chercher là où le système a des défauts. Sinon, c'est clair qu'on est de plus en plus pressurisé par les assureurs qui disent « Ouais, mais vous avez dépassé la norme en actes. » Et depuis qu'on est des actes, on est piégé, entre guillemets. Parce qu'on est obligé de tricher pour pouvoir être reconnu pour certaines choses. Puis en étant triché, on se fait attraper. Mais on dit « Oui, mais moi j'ai des patients très complexes. » Oui, d'accord, mais vous êtes en dehors des normes. Parce que les autres, pour ne pas être en dessus des normes, ils voient des patients plus jeunes qui voient plus rapidement, puis on refait venir ça parce que comme ça, ma moyenne baisse par nombre de consultations. Donc tout le monde fait des calculs d'apothicaire, je me suis désolé pour les pharmaciens, d'apothicaire pour arriver à ne pas se faire gauler, pour être dans la norme. Moi, j'ai mes collègues, mais c'est à pleurer, qui regardent leur taux, puis disent « Ouais, là, moi, l'assureur, il faut que je sois en dessous de 100. » Puis qu'est-ce que tu fais? Ah je vois plus souvent mes patients. Les patients chroniques, je les vois plus, ou je les renvoie à l'hôpital, ou je ne prescris pas, pour être en dessous de la norme. Mais quand on doit faire ces calculs-là comme professionnel, effectivement, on a envie de faire autre chose. Oui. Avec ton expérience, est-ce que tu as constaté si les patients suivent les recommandations de leur médecin, comme par exemple les recommandations de leur voiture, ou de sport, Oui, mais de nouveau, je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, je pense que c'est difficile dans une consultation de 15 ou 20 minutes, tu dis quoi au patient? Tu dis, écoutez, vous mangez moins de sucre, vous voyez, vous avez un peu de diabète, voilà. Et puis, le patient, il va, il dit, mangez moins de sucre, d'accord, mais ce qui est important, c'est la diététicienne qui va être présente. C'est une équipe, c'est le boulanger, l'épicier, tu vois. C'est toute cette dynamique-là. Et puis, c'est cette motivation. Il faut trouver, et on le sait pour nous aussi, on n'a pas envie d'aller faire du sport, mais si on a quelqu'un, un coach qui nous dit, allez, oui, c'est vraiment bien, on motive. Pour les enfants, c'est pareil. Ils font du sport à un moment donné, puis après, ils ont besoin de motivation. Donc, je pense que c'est des équipes, c'est une sorte de forme de motivation. J'ai un exemple pour mon collègue physio.
je rencontre une physiothérapeute qui était d'ailleurs dans un colloque de santé publique, et puis qui me dit, ouais, moi je rentre des États-Unis, j'ai travaillé comme physio aux États-Unis, et puis j'arrive ici en Suisse, et puis je suis engagé dans un centre de physiothérapie où il y a un directeur, etc. Puis elle me dit, mais je suis choqué. Quand j'étais aux États-Unis, alors les gens n'avaient pas forcément tous une assurance, il y avait tout le modèle des États-Unis, mais quand un patient faisait un AVC ou quand un patient devait se rééduquer, nous, comme physio, on se battait avec lui pour le rééduquer. Et le patient, il faisait un effort pour se rééduquer parce qu'il savait qu'il y avait une dynamique. Et moi, j'entretenais, on passait 1 heure, 1 heure et demie de physio ensemble, et on faisait ça tous les jours, etc. Le système payait pour qu'il puisse se rééduquer. Mais d'ici, je suis avec mon patron, je lui ai expliqué ça, qu'il faut quoi. Puis le patron a dit non, il a tapé sur l'épaule. Il m'a dit non, mais fais pas autant, tu redemandes un bon. Puis on fait 6 séances, il n'y a pas. Pourquoi tu. OK. Donc, elle était choquée de la manière dont nos collègues physio, pas tous, hein, mais dans un grand groupe, etc., il n'y avait pas une stimulation pour cette... Pas tout le monde, de nouveau, j'ai beaucoup de collègues physio qui font un job. Mais le fait de les payer 50 francs ou 40 ou 50 francs pour une séance de 20 minutes ou de 30 minutes, c'est décourageant. Ce n'est pas un travail à long feu. Alors qu'on devrait dire aux physio, écoutez, voilà, vous avez un programme, vous rééduquez, vous avez X par cas, vous avez un forfait. Et on y va, et vous mettez les énergies, puis on travaille en commun, puis on a une salle, et puis on a un coach aussi pour continuer. Donc c'est vraiment cette possibilité. Après, il ne faut pas être angélique. Hein. Voilà, l'addiction au sucre, les stress, les réseaux sociaux, enfin tout ce qu'on connaît bien autour de nous. Mais au moins, essayons de faire ce qu'on pourrait, quelques leviers où on pourrait agir. D'autres questions en termes d'organisation? Ok, très bien. Je suis désolé, je suis des fois un peu passionné, des fois je passe un petit peu des limites. Voilà. Mais et c'est ça aussi, on doit être tous des leaders. On doit, dans nos jobs, être des leaders transformationnels. Et je pense que tout le monde à nos niveaux, quel que soit notre niveau, même comme patient, on doit être un leader qui doit essayer de transformer, de dire oui, ben on doit faire comme ça parce que voilà, on est payé pour ça, on est payé comme ça, mais ce n'est pas suffisant. On doit essayer de penser un peu plus loin avec nos patients pour essayer d'agir un petit peu différemment. Ok, merci 1000 fois. Merci 1000 fois.